Bonjour tout le monde, bienvenue à notre édition de juin 2021 des Tech Thursdays de Team Canada de WatchGuard. Pour commencer, je veux juste faire un petit peu de travail au niveau de la présentation. Je veux vous dire que tout le monde est en mode mute, mais vous pouvez quand même poser des questions via le panneau de questions durant la présentation. Je vais faire mon possible pour répondre à tout. Généralement, ça va très bien de ce côté-là, mais vous ne vous gênez pas pour poser des questions en cours de présentation. À la fin, vous allez voir qu'il va y avoir un petit sondage avec un lien, un code QR pour aller donner votre avis. Gênez-vous pas pour le faire. Allez donner vos idées de webinaire pour ce qui s'en vient. La présentation d'aujourd'hui, WatchGuard Wi-Fi Cloud, travailler avec Discover. On va faire un peu le tour de ça. C'est quoi Discover? Certains d'entre nous ont déjà... Oh, les alarmes qui sonnent. Certains de vous autres ont déjà travaillé avec Manage. Il y en a qui n'ont jamais travaillé avec notre Wi-Fi encore. On va faire un petit peu le tour et on va s'avancer là-dessus. On va commencer la présentation. On va partir à la bonne place. Donc, je me présente, Patrice Desaulniers, je suis Sales Engineer pour le Canada. On couvre l'entièreté de notre territoire avec mon collègue Wild à Toronto. Je suis avec WatchGuard depuis 2019 et encore une fois, pour l'accent français, l'accent québécois, je suis basé à Shawinigan, je suis au Québec. Fait que pour ceux qui aiment ça, avoir quelqu'un en français, on est là, on est deux, fait que on est capable de répondre à la demande. Aujourd'hui, ce qu'on va voir à l'agenda, on va parler de Wi-Fi, configuration, les méthodes, quoi faire, les trucs, parce qu'on a parlé dans notre première présentation de certaines meilleures pratiques, de certaines best practices. On va les mettre en pratique ici. On va aussi voir une de nos nouveautés qui est le point d'accès distant ou appelé communément le RAP en bon français, c'est le terme anglais pour Remote Access Point. On va faire un peu le tour de nos outils de dépannage, qui est une des forces de Discover, c'est comment on va être capable de trouver quand on a un problème, qu'est-ce qu'on va être capable de faire pour tester notre Wi-Fi. On va regarder les outils qu'on a de ce côté-là. Avant de débuter tout ça, je veux juste faire un petit retour sur notre première session, ce qu'on a vu très vite, très rapidement. On se rappelle qu'on a vu les standards de Wi-Fi, c'était quoi? On va regarder, on voit ici qu'il y a du Wi-Fi 6. Ce n'est pas quelque chose qui va être abordé aujourd'hui, mais prévoyez que dans un futur très proche, on va en parler énormément. On va se concentrer aujourd'hui sur le Wi-Fi 5, le 4 étant désuet, qui est le 11N. Tout maintenant se rapporte au AC, qui est des hautes performances, surtout au niveau du 5 GB. C'est là qu'on va aller chercher notre meilleure bande passante, notre meilleure connectivité. Fait que c'est dans ça qu'on va jouer. Voir ici en bas si on voit bouger mon pointeur, qu'on va parler de sécurité au WPA2. On va voir dans la configuration qu'on a du WPA3, mais c'est un paramètre qui s'attache au Wi-Fi 6 qu'on n'aura pas aujourd'hui. On avait vu aussi, on avait du stock là, les normes 802.11. On avait cassé un petit peu c'était quoi, mais aujourd'hui, je veux juste prendre les 4 du bas pour parler du 802.11K, le 802.11R et le 11V et le 11W. C'est des sous-protocoles qu'on va aborder aujourd'hui dans la présentation, puisqu'ils concernent tout ce qui est l'itinérance rapide, on va l'appeler comme ça, qui est le fast roaming, la gestion du mouvement des clients à travers les points d'accès. Fait qu'on va voir le 11K qui vont envoyer des informations sur les statuts sans fil, les statuts de signaux, ces éléments-là. Ils vont envoyer ça au client pour que le client soit en mesure de prendre des bonnes décisions au niveau de l'itinérance. On se rappelle, puis je veux le ramener ici, dans le cadre du Wi-Fi, ce n'est pas le point d'accès, ce n'est pas le système sans fil qui décide où est-ce que le client va, c'est tout le temps le client qui décide où est-ce qu'il se connecte. Donc, s'il y a une itinérance à faire, un roaming à provoquer, c'est le client qui prend cette décision-là. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est là qu'on va voir que le protocole 11K et les autres protocoles d'aide à l'itinérance vont aider à ça.
Ils vont demander, ils vont envoyer des informations aux clients, comme dans le cas du 11K, pour dire voici ce que tu pourrais voir. Voici mes collègues qui te voient mieux, qui pourraient te donner un meilleur signal, une meilleure performance. Ils ont moins de clients connectés. Ils ont moins d'interférences alentour. Donc, on va avoir ces statuts-là qui vont être envoyés pour que le client qui supporte aussi ce protocole-là va être capable de savoir, ah, je pense que je vais changer de place. Je pense que je vais aller en voir un meilleur, puis là, il va décider de changer. Le 11R va être le transfert des informations de connexion d'un client à travers l'ensemble des points d'accès pour justement aider à la rapidité de transition entre deux points d'accès. Donc, c'est la sécurité qui va être envoyée à l'ensemble des points d'accès, la clé du client, le code d'encryption du client pour éviter d'avoir à tout renégocier ça lors d'une transition, ce qui va accélérer ces choses-là. Le 11V va aider aussi, ce qu'on parle de comportement du client, surtout ce qu'il va faire dans ce niveau-là, c'est qu'il va envoyer, il va demander une transition entre deux points d'accès. On pourrait aussi, par le 11V, contrôler l'état de réveil du radio par rapport au mécanisme de power saving, de sauvegarde de batterie, ces choses-là. Donc, le 11V va contrôler ça. Et on va avoir le protocole 11W, qui est l'encryption des... j'essaie de traduire vite là, les management frames, les frames de gestion réseau qui vont dire qu'est-ce qu'on fait, la connexion, la négociation, ces choses-là. C'est toutes des paquets réseau qui vont servir à la connectivité du client, mais c'est visible. C'est visible pour les attaquants, c'est pour les gens qui vont essayer de pénétrer dans le réseau. Ce qu'on va faire avec le W, on va encrypter ces informations-là. Donc, pour les clients qui supportent ça, ça va aider, ça va permettre d'avoir une meilleure itinérance, d'avoir une meilleure sécurité au niveau de l'itinérance aussi du réseau. On se rappelle aussi qu'on avait vu l'ensemble de nos points d'accès avec les vieux. J'ai marqué en haut Legacy et ce qu'ils comportaient. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les modèles actifs. Juste pour encore rappeler que au niveau du sans-fil, généralement, la bulle, on ne va pas laisser les points d'accès. On va revoir ce phénomène-là plus tard. On ne va pas laisser les points d'accès à leur puissance maximale parce qu'on va vouloir s'adapter à nos clients les plus faibles dans le réseau. Ça, on va l'aborder plus tard. Ce qui fait que généralement, notre bulle, notre portée de chaque point d'accès est sensiblement la même parce que l'antenne, le patron de l'antenne est le même parce que c'est des antennes internes. On va voir ici qu'on en a un différent, le 327 qui a des antennes externes. Ça va changer. La bulle va changer de forme. Mais grosso modo, on va tout le temps garder un peu la même portée pour chaque radio. Ce qui va faire que la différence entre un AP125 en haut, c'est la quantité de clients qui va être capable de supporter, la densité de clients en dessous du point d'accès. Fait que, on comprend que dans un point d'accès, on a deux radios qui donnent des services aux clients. On se rappelle dans notre première présentation, on avait fait la différence entre un point d'accès et les radios qui sont dans le point d'accès. Donc, ayant deux radios, 50 clients, c'est divisé entre les deux radios. Fait que si on fait un déploiement 5 gigs seulement, on va encore réduire ce nombre de clientèle. Fait qu'on voit que pour le 125, on va avoir 50 comme recommandation. On va voir aussi sa vitesse ici. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire dans le 2.4 gigs? 2.4 gigs, on essaye de l'éviter, on essaye de s'en aller de là. On veut aller vers le 5 gigs. Pourquoi? Parce qu'on a plus de canaux disponibles, on a moins de co-channel d'interférence, mais on a aussi, à cause du AC, plus de bandes passantes disponibles. Okay? Les points d'accès ont sensiblement la même chose, c'est le nombre de clients. Le 225W, il y a une petite particularité, il y a un commutateur intégré dedans. Il y a 3 ports qui viennent avec un transfert de PoE. C'est un super appareil. Il est fait pour être installé au mur et non au plafond. Donc, son patron d'antenne, il est fait pour partir de là. Et on a une densité un petit peu plus forte qui est de 75 à ce niveau-là. Le 327, qui est un point d'accès qui est fait pour aller à l'extérieur avec des antennes externes. À ne pas confondre avec des antennes, ce qu'on va dire, point d'accès fait pour aller à l'intérieur, mais avec des antennes intégrées. Donc, ces deux termes-là vont se... Parce qu'on peut avoir un point d'accès, bien pas dans nos choses, mais il existe dans des points d'accès avec antennes intégrées qui sont faites pour aller à l'extérieur. Je vais juste faire la différence, mais on a quand même 75 clients à ce niveau-là.
On va avoir le point d'accès intérieur avec antenne intégrée, qui est le 325. Lui, ce qu'on va aller chercher de plus, ça va être, il est fait pour être installé au plafond, donc on a la différence avec le 225. On n'aura pas le commutateur 3 ports, mais on va avoir un troisième radio à l'intérieur. C'est vrai que le 225 aussi là, mais un troisième radio spécialisé pour le web. Ce n'est pas un radio qui va donner du service client. Encore là, on a une densité recommandée de 75. Donc, 50 qui est pour les plus petits, notre AP 125. Les trois autres, intérieur, extérieur, mural ou plafond. Donc, on a différentes particularités pour les points d'accès. Puis notre super haute densité qui est le AP 420 où on peut aller chercher 150 clients. Ça, on va aller l'installer dans des salles de conférence où on a énormément de personnes. On va aller le mettre dans des salles de spectacle, des salles de théâtre, des places qu'on a une très haute densité de clients. Ça va être là qui va travailler. Lui ici, il y a un troisième radio et on va noter qu'il y a un 4x4. On a aussi discuté des bandes. Pourquoi qu'on s'en allait? On ne voulait pas parler avec le 2.4. À retenir ici, puis je veux remontrer ce graphique-là, qu'on a juste 3 canaux qui ne se touchent pas. On a le 1, le 6, le 11. Et j'aime le répéter parce que j'ai vu dernièrement dans certains déploiements, ou peut-être des paramètres par défaut qui étaient appliqués, ces choses-là, c'est que les gens vont quand même aller jouer ou les voisins vont aller jouer dans nos systèmes, dans nos déploiements sans fil, dans les fréquences qui sont 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, puis on va les limiter pareil. Ce qui va arriver, c'est que ça, on active et on permet la connectivité sur le canal 3, on se donne plus de canal, mais on nuit quand même à notre canal 1 puis notre canal 6. Fait qu'un point d'accès qui serait là et un client qui jaserait avec nuirait à 2 fréquences légitimes en même temps. Ce qui nous laisse, quand on regarde tout ça, juste le 1, le 6, le 11, ce qui nous reste que 3 canaux. Donc, le 2.4, on essaye de l'éviter. On va même tantôt travailler pour enlever certains radios dans des environnements haute densité. La suite, le 5G. Ah, là, on a de la place. Là, on a vraiment de la place. On va regarder aussi dans notre configuration, est-ce qu'on prend du 20 MB, du 40 MB, du 80 MB ou du 160? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 160 au Canada, parce que là, j'ai mis ici, ça, c'est les particularités canadiennes, parce qu'on va voir, exemple, dans une configuration américaine, les canaux ici, 120, 124, 128, sont permis s'il n'y a pas rien alentour qui s'en sert. Donc, les radios, il faut qu'il y ait une mécanique pour détecter est-ce qu'il y a déjà un signal là. Au Canada, on ne peut pas les prendre. Donc, ces canaux-là ne peuvent pas fonctionner. Donc, si vous avez tenir compte, généralement, les clients modernes, exemple, on va parler je vais juste parler d'un iPhone, un appareil mobile à Apple. Apple, dans ses règles internes, si l'appareil est au Canada, jamais il va se connecter sur un point d'accès qui est sur ces canaux-là. Donc, à faire attention. Si notre point d'accès nous permet d'utiliser ce canal-là, parce que lui, il n'est pas limité, on dit qu'on est au Canada, mais il n'est pas limité, ça se peut que si on a un radio qui émet à cette fréquence-là, qu'il n'y a aucun client qui se connecte dessus. Donc, on va créer un trou qu'on va peut-être jamais voir, parce que là, on regarde, puis on dit, ah, ben, le point d'accès est là, il y a une couverture, mais les clients et eux autres ne le voient pas, ils ne sont pas capables de se connecter, donc on ne va pas vouloir les prendre, ces canaux-là. Ce qui nous limite que si on prend une bande de 160 MB, il ne nous reste qu'un canal. Bon, celle-là, ça va nous permettre d'aller chercher un throughput, une bande passante très, très haute, mais dans un déploiement multiradio, ça n'a pas d'allure. Donc, oui, si on a un seul radio, qu'on est peut-être dans une ferme loin puis qu'on n'a pas de voisins, ça vaudrait peut-être la peine d'utiliser ça. Donc, on va l'enlever un petit peu dans nos choix parce que dans des déploiements corporatifs, c'est très rare qu'on va pouvoir le prendre. Là, il va nous rester 80, 40 puis 20. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 80, il va nous laisser 5 canaux. On voit les 5 blocs ici. Fait que c'est 5 canaux. Est-ce qu'on a plus que 5 radios? Ah, on va peut-être vouloir descendre à 40. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sacrifier notre bande passante pour avoir moins d'interférences puis une meilleure connectivité, une meilleure expérience client. Ça reste quand même que ça va nous donner des très bons throughputs. C'est juste qu'on n'aura pas plus gig. On va être en bas, on va être à 800 MB. On ne sera pas au gig plein, qui est quand même bien. On ne sera pas à plus qu'un gig, mais on n'aura jamais de problème parce que dans le 40, on va avoir 10 canaux disponibles. Ce qui nous permet une réutilisation de nos canaux
assez régulière parce que si on ne sont pas tous collés dans la même pièce, à un certain moment donné, le 11e radio ne verra plus le premier, puis il va pouvoir réutiliser sa fréquence. Si on est plus, exemple, les scénarios d'entrepôt, de warehouse, là, on a beaucoup de radios pour couvrir beaucoup de choses et les radios se voient parce qu'ils sont généralement au plafond au-dessus des étagères. Et là, on en a énormément parce qu'on a énormément de surface à couvrir. Et là, on va aller chercher le 20 MB de bande passante, de largeur de bande, ce qui va nous donner 22 canaux. Donc là, on est capable d'en mettre encore plus. On a encore sacrifié la bande passante pour aller chercher une meilleure quantité de canaux pour éviter la réutilisation, éviter les interférences. Fait que c'est les choix qu'on va avoir à faire. Donc, il n'y a pas de recette magique. On va voir, selon le scénario, selon notre déploiement, selon notre plan, ce qu'on va faire. Vite, vite, on avait regardé la planification des canaux. On voit ici qu'on a 12 points d'accès, puis que l'utilisation, les bulles et l'interférence de la bâtisse nous permettaient d'avoir une réutilisation des canaux après 12 points d'accès. Fait qu'on était capable d'utiliser le 80 MB. Donc, le 5 gig, c'est vraiment la place qu'on veut envoyer notre monde. C'est la façon qu'on veut déployer. On veut essayer de mettre l'emphase sur ce service-là, puis on va déployer nos points d'accès en fonction de cette bande-là, de cette bande de fréquence-là. Tandis qu'en 2.4, on essaye de couvrir 2.4 par défaut par la puissance de fréquence à cause de la fréquence qui a une plus haute longueur d'onde, a plus de pénétration, donc a plus de portée et fait des plus grosses bulles. Donc, on va être capable d'aller, on veut pas on a juste 3 canaux qu'on ne pourra pas réutiliser. Donc, sur les 12 points d'accès qu'on avait mis tantôt, on en a fermé 5 pour en garder seulement que 7. Donc, les points d'accès vont avoir un radio 2.4 à off et les autres vont avoir un radio 2.4 à on, ce qui va nous permettre d'avoir moins de radios pour réutiliser que nos 3 canaux ici. Parce que si on allait utiliser l'autre qui était à 5 gigs ici, ben on aurait un co-channel interférence. Donc, c'est une des choses qu'on va peut-être vouloir faire dans notre design aussi. Et on va se rappeler que mon petit terrain de football, on parlait de respecter la puissance des clients. Pourquoi que je vais vous dire on ne laisse pas un point d'accès à la pleine puissance? C'est parce que si moi, en tant qu'adulte, je fais un point d'accès, je dis à mon fils qui a 5 ans, va te mettre à l'autre bout du terrain de football, on va se tirer le ballon. Moi, je suis le point d'accès pleine puissance. Mon fils de 5 ans, en fait, mon fils n'a plus 5 ans, mais je donne cet exemple depuis bien des années. Mon fils, il est à l'autre bout, représente un client qui fonctionne à batterie. Donc, un client qui a une puissance limitée. Je prends le ballon, je le tire, pouf, je traverse le terrain ici. Je demande à mon fils, qui a une puissance limitée, de me retourner le ballon, mais sans bouger. À ce moment-là, il va retourner le ballon. Lui, il va voir, hey, tu es capable de m'envoyer le ballon, fait que je vais me placer ici. Mais quand c'est le temps de retourner le ballon, lui, il va se rendre à la ligne de 50, puis on va tomber là. C'est la même chose avec un point d'accès pleine puissance, puis un client qui va fonctionner à 18 dB. Le client va avoir le point d'accès va avoir une bulle très grande qui va couvrir cette zone-là. Mais le point d'accès qui a beaucoup moins de puissance, sa bulle, elle va se rendre jusque-là. Fait qu'il va entendre le point d'accès, mais il ne sera jamais capable de lui répondre. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire, OK, toi, point d'accès, d'abord, fais une bulle de la même grosseur que le client pour que quand lui va t'entendre, il va aussi être capable de te répondre. C'est l'objectif en arrière de ça. C'est l'objectif de mon petit terrain de football ici. Fait que terminer les slides, on va aller dans notre configuration ici. Donc, on parle de Wi-Fi Cloud. Je vais ouvrir mon navigateur. Donc, j'arrive dans mon environnement ici. Et on va atteindre Wi-Fi Cloud. Je ne vois toujours pas, il n'y a pas de question. Gênez-vous pas si vous en avez. Dans mon Support Center, où est-ce que j'ai tous mes outils, on va aller chercher Manage Wi-Fi Cloud. On va voir dans ça, on va arriver dans notre lanceur d'application. Tantôt, j'ai parlé de Manage. Manage, il y a quelques temps, 1 an plus, se retrouvait au début. C'était notre outil de configuration. Il a été déplacé à la fin pour que les gens commencent à utiliser Discover. Et là, j'explique ça. Et il va être bientôt enlevé complètement de là. Donc, on va commencer à regarder dans Discover. On peut tout faire dans Discover, ce qu'on est capable de faire dans Manage. C'est juste que c'est différent. Donc, on va aller ici dans Discover pour aller voir notre configuration.
aujourd'hui, on va voir dans le haut un item qui s'appelle Location. Dans ça, on va être capable de créer des dossiers pour soit hériter des configurations partagées ou créer des environnements à configuration unique. Et on peut, par le fait même, être capable... Ah non, mais là, ça ne sera pas d'autres, ça va être des planchers que je vais avoir ici, mais au niveau de While, si je clique là, il y a aussi d'autres. Fait qu'on peut avoir une sous-entreprise ici, différents sites, puis par ça, on va déplacer notre configuration, on va être capable d'isoler nos configurations et créer des configurations en haut ou en haut ici, puis être capable de les répliquer vers le bas. Par contre, ce n'est pas un environnement multi-tenant. Donc, nos usagers qui ont accès à notre configuration, ils ont accès à notre configuration. Ce ne sont pas des emplacements où est-ce que je suis capable d'aller créer une sécurité séparée. Ce n'est que pour changer nos configurations, permettre de propager l'héritage puis tout ça. Pour aujourd'hui, on va aller dans Patrice Whips. Ce qu'on va vouloir faire, donc je choisis mon dossier. Dans ça, par défaut, quand on va installer un point d'accès, quand on va enregistrer un point d'accès qui est neuf, donc on reçoit un point d'accès, on va dans notre support ici, on fait enregistrer nouvel équipement, il s'en va dans le staging area. Le staging area, c'est un espace qui est clean, où est-ce qu'il va y avoir une configuration de base donnée, puis le point d'accès tombe en attente, là, parce qu'on ne veut pas l'envoyer à une place qu'on commencerait à ouvrir des SSID ou c'est qu'on aurait des choses, puis que ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, il s'en va se cacher là. Un coup qu'on est dans le staging area, on va pouvoir déplacer nos points d'accès dans la structure qu'on veut, et là, ils vont adopter et appliquer la configuration qu'on va avoir. Donc, dans mon cas, aujourd'hui, je vais me promener entre Patrice et Patrice Whips pour les différentes choses. Il y a des choses que je veux montrer qui sont ici. Fait que je vais juste fermer ça pour nous donner plus de vues. Fait qu'on arrive dans notre dashboard. Je vais revenir plus tard au niveau du dashboard. Ce qui nous intéresse pour commencer, c'est les configurations. Vers quoi on va s'en aller puis comment on va faire ça. Au niveau du Wi-Fi, on va pouvoir configurer à cette place-là nos SSID. On va pouvoir aussi configurer nos alertes, notre WIP. Ce n'est pas des choses qu'on va voir aujourd'hui. On va se concentrer au niveau du Wi-Fi. Mais dans un autre, on va parler de WIPs très en profondeur pour aller voir comment on va appliquer tout ça. Donc, nos SSID, nos serveurs Radius, si on en a un. Et voyez-vous, déjà, je vais sauter ici. Je vais aller vous montrer dans Patrice, j'en ai un. Donc, on va avoir ici accès à un serveur Radius qui va nous permettre de faire de l'authentification au niveau de notre SSID par 802.1x ou ce qu'on va souvent voir aussi, WPA2-entreprise. On a un WPA2 personnel qui est une clé partagée, WPA2 entreprise. Ce que ça nous permet à ce niveau-là, c'est d'avoir une clé d'authentification par usager. C'est un protocole qui est un peu plus complexe et qui se met très bien en place. Si vous voyez ici dans mon environnement, ça c'est à la maison et je fonctionne avec ça à la maison. Il y a certaines choses à faire, mais ça fait que chacun de mes usagers, puis ça en entreprise, c'est très pratique parce qu'on a beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, les gens se promènent, puis à chaque fois qu'on a une clé partagée, puis que justement on l'a partagée, bien, elle est connue. Fait que normalement, on devrait faire une rotation de cette clé-là plus régulièrement, étant donné qu'on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui a quitté l'entreprise, qui revienne dans le parking un soir et qui se reconnecte au Wi-Fi. Avec 802.x, ça va nous permettre de faire ça parce que chaque usager a son accès personnel, a sa clé à lui. Et il est identifié. Donc, si on a un départ, on va juste avoir à canceller l'usager et c'est fini, il n'y a plus accès au sans-fil. Ça va aussi nous permettre d'envoyer des informations comme le VLAN. Donc, avec un seul SSID, je pourrais distribuer mes usagers dans 1, 2, 3, 4, 5 VLAN si on veut. Fait qu'au lieu de propager plusieurs SSID pour chaque VLAN, on va avoir un seul SSID, puis par le 802.x, on va être capable d'attribuer le VLAN à nos usagers, puis ils vont se connecter au bon à ce moment-là. Fait que ça nous permet de faire de la segmentation réseau, super intéressante, sans avoir trop de SSID. Puis ça m'amène à vous dire qu'il y a une limite à la quantité de SSID qu'on peut faire. On a une limite qui est provoquée par les points d'accès, mais il y a une limite logique qui est là. Puis on va parler là, de jamais plus que 8. Puis honnêtement, plus qu'il y a de points d'accès dans l'environnement,
plus ce nombre-là va passer de 8 à 7 à 6 à 5. Pourquoi? Parce que si on a des points d'accès qui se mettent à annoncer 8 SSID tout le temps, à un certain point, il va y avoir tellement de temps aérien, on va appeler ça même de airtime, qui va être pris pour annoncer les SSID qu'il n'en restera plus pour les services clients. Donc, on se nuit plus en créant des SSID qu'en en faisant juste un dans un environnement très dense. Fin de ma parenthèse de ce côté-là. Je reviens dans mon Patrice Whip, parce qu'il n'y a pas de radius. On va avoir les tunnels interface et on va voir tantôt dans le RAP à quoi ça va servir les tunnels interface. On va être capable de définir des rôles dépendamment. Ça, c'est un peu plus rare, mais les rôles, si on veut faire justement de la segmentation réseau, ces choses-là. Et le point qui m'intéresse maintenant, que je voulais aborder tout de suite, les settings radio. On a vu tantôt, et là, on va parler de recommandations. Fait qu'on a vu tantôt qu'on ne veut pas sélectionner tous nos canaux ici. On veut juste utiliser le 1, le 6, le 11. Fait que ça va être important ici que dans ma section Radio Settings 2.4, parce qu'on va aller travailler dans le 5 gig aussi, qu'on n'ait pas ça de configuré. L'intervalle de sélection, par défaut à 12 heures, si on veut travailler dans la sélection de canaux automatiques et la sélection de puissance automatique, puis qu'on a un environnement très dense, mais qu'on a beaucoup de voisins puis qu'il y a beaucoup d'interférences des voisins, on va peut-être vouloir descendre ce timer-là plus souvent parce que si on a un voisin qui vient jaser sur la même fréquence que nous autres puis qui est collé sur un point d'accès, peut-être que c'est juste dans 12 heures qu'il va décider de corriger le problème. Donc, on va vouloir travailler ce paramètre-là de temps en temps. On va voir ici que par défaut, il va me dire je veux des canaux à 20-40. Juste pour expliquer, si je prends 40, on va attacher 2 canaux. Si je veux attacher 2 canaux, ça ne fonctionnera pas parce que je vais aller chercher 1 et 2. Donc, je commence à nuire à mon troisième. Donc, dans le 2.4, on ne va jamais utiliser le 20-40. Ça se peut encore. J'ai vu beaucoup d'environnements où c'est que nous, on arrive puis qu'on prend le 20 MHz, mais que le voisin lui a pris 20-40 puis, excusez le terme, mais il beurre sur beaucoup de canaux. Ça va nous créer de l'interférence. Il faut adapter le système à ça. On va aller plus bas. On va avoir un paramètre ici qui est la puissance RSSI de force. Par défaut, il est à moins 75. C'est la puissance qu'on va être capable d'enforcer. C'est la puissance minimum qui va permettre l'association d'un client au SSID. La recommandation dans des environnements denses et bien designés, ce serait moins 65 ici. Par défaut, à moins 75, c'est un paramètre qui fonctionne bien. Si on va aller chercher de la voix, si on va aller chercher une performance super au niveau du réseau, puis qu'on ne veut pas que les points d'accès s'associent quand ils ont un signal trop bas, c'est là qu'on va aller jouer à ça. On a parlé avec mon terrain de football tantôt de la puissance maximum qu'on va aller mettre ici. Le maximum EIRP, on voit qu'il était quasiment à plein. Son paramètre, en fait, au Canada, c'est 30, fait qu'il s'est bien adapté, mais on ne veut pas aller jouer à ça. La moyenne, ben là, on est dans le 2.4. Je ne parlerai pas de la moyenne 5 gigs, mais tantôt, j'ai expliqué que le 2.4, de par sa nature de longueur d'onde, ces choses-là, avait une portée plus grande pour la même puissance. Ce qu'on veut, c'est de créer des bulles égales, puis on veut essayer de réduire le signal. Les recommandations ici, maximum de WatchGuard, serait de le mettre à 10. On pourrait le mettre à 10 pour le 2.4, le maximum. J'aime bien le mettre à 12 dans des environnements assez moyens. La norme pour les meilleures performances, ça serait de le mettre à 10, mais moi, j'aime le mettre à 12. Fait qu'on peut y aller comme ça. Puis, j'ai une règle de pouce qu'on va tout le temps fonctionner à coût de 3 dB. Je vais mettre, parce que je ne veux pas que mon radio descende à son minimum, parce que quand il est rendu là, il est éteint. Fait qu'un radio qui voit qu'il y a beaucoup d'interférences va chercher à descendre vers le bas ici. Fait qu'on ne veut pas qu'il s'éteigne parce que notre radio, ça ne sert plus à rien. Un radio qui est à 4, il est là, on voit un SSID quand on est en dessous, c'est tout. Donc, on ne voudra pas qu'il descende complètement en bas. Fait que ce qu'on va faire, moi, je vais faire 2 coches en bas, donc 6 dB en dessous de mon maximum. Fait que dans le cas qu'on a ici, ce n'est pas beaucoup plus, mais c'est 6. Fait que si on a des radios qui tendent à aller vers le 6,
quand on va regarder nos statuts. Ça veut dire qu'il détecte des interférences puis qu'on a quelque chose à faire de ce côté-là. Fait qu'on va jouer dans ça. Les paramètres recommandés, dépendamment des environnements, mettons d'une salle de classe ou WatchGuard, serait 4, 10 ici. Donc, on aurait encore notre 6. J'ai tendance à les monter un petit peu. Encore là, il faut s'adapter à chacun des environnements. Avec un environnement qui est très dense, on va descendre la puissance ici. Les autres paramètres, on peut les laisser par défaut à ce niveau-là. Je viens de faire le 2.4, on va refaire la même chose dans le 5 gig. Dans le 5 gig, on se rappelle de mon panneau tantôt, on va vouloir aller chercher les canaux DFS. Si on n'a pas de radar dans les environs, on va essayer d'y aller le faire. Ce qui arrive, c'est que ces canaux-là, c'est des canaux. Les radios aujourd'hui ont toutes, puis les clients ont toutes des mécaniques pour détecter s'il y a quelque chose qui transmet là. S'il y a quelque chose, ils vont éviter d'aller dessus. Fait qu'on peut, je pense, dans notre environnement, nous autres, les sélectionner. Mais on se rappelle que si je fais sélectionner tous les canaux, on a 120, 124, 128. Si on se rappelle ma zone rouge de tantôt, qu'on ne pouvait pas prendre, fait qu'on va aller dire, je ne veux pas que les radios s'installent ou utilisent ces canaux-là. Donc, on aurait ici notre sélection. Donc, on est en automatique. On ne veut pas faire de sélection manuelle. Il y a des environnements qui pourraient avoir des sélections manuelles. Je ne suis pas un fan de ça parce qu'il y a tout le temps un voisin qui va venir s'installer parce qu'ils sont en automatique. Si on a de l'interférence, les radios vont s'ajuster tout seuls. Mais il y a certains déploiements qui vont requérir d'avoir une sélection manuelle des canaux. On va descendre en bas. Encore là, on va choisir la largeur de canaux qu'on a. Dans un environnement super dense, on va rester à 20 MB. On va aller chercher un peu de performance, puis on a de la place. On n'a pas trop de radios. On est dans notre limite de 10 radios. Puis on a de l'interférence de bâtiment qui va nous permettre de réutiliser nos canaux. On peut monter à 40 ou on peut aller chercher le 80 à voir, c'est dans les environnements qu'on n'a pas plus que 5 points d'accès, qu'on l'a vu tantôt, ou qu'on est capable de réutiliser nos canaux après 5. Ça dépend encore là de l'environnement. Dans un entrepôt, on n'ira pas chercher ça. Les entrepôts, on va tendre vers le 20. Ça ici, les environnements de bureau, on pourrait aller chercher ça si les murs sont pas trop minces, si les radios ne se propagent pas trop. Fait qu'on va jouer avec ça. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre 20-40. On va descendre plus bas. Encore là, on veut la gestion de la puissance en automatique. On va avoir le même paramètre. Mais en 5 gigs, on va aller chercher un peu plus fort. Les paramètres maximum recommandés, WatchGuard vont recommander 16. Moi, je vais tendre entre le 18 et le 21, encore là, dans les environnements, mais j'ai plus tendance à me mettre à 18. Il y a certains déploiements que j'ai parlé avec des partenaires récemment. On cherchait à aller chercher une portée plus grande. Il faut se rappeler qu'à chaque 3 dB, on double la puissance. Donc, si je passe de 18 à 21, j'ai doublé ma puissance. Ou si je passe de 21 à 18, j'ai diminué ma puissance de moitié. C'est les normes au niveau de la propagation des ondes. Fait que moi, je vais me tenir à 18. La recommandation WatchGuard, elle serait de 16. Fait que si je reprends ma règle de pouce ici et que je dis que mon minimum, lui, je ne veux pas le laisser à 4. Donc, on va aller chercher 2 braquettes en dessous de 3. Donc, on va s'en aller. Oups, j'ai marqué, c'est 16, mais dans le fond, je voulais écrire 12 ici. Donc, on va mettre minimum 12. On ne veut pas que notre radio descende plus bas que ça pour qu'il tombe inutile. Mais on va quand même surveiller que si toutes mes radios ont tendance à descendre vers le bas, qu'il y a de l'interférence puis qu'ils cherchent à réduire leur puissance. Parce que s'il tend vers le bas, il travaille, il dit « oh, je vais essayer de parler plus bas, je vais essayer de parler plus bas, je vais essayer de chuchoter. » Fait qu'il va essayer de s'accoter vers notre limite d'en bas. Fait que c'est un signal qui se passe de quoi. Un réseau en bonne santé, pas d'interférence, toutes les radios vont être dans la plage maximum ici. On va continuer. On a les mêmes paramètres en bas. Les paramètres par défaut sont adéquats. Fait que c'est ce qui fait le tour au niveau de nos radios. Adapter notre bande passante, adapter les puissances de nos points d'accès, nos fréquences et notre paramètre d'acceptation de client, ce qui va nous permettre de bien travailler. Je vais faire Save ici. Et comme ça. Et je vais juste prendre 30 secondes pour une gorgée. En fait, c'était à 5 secondes. Donc, on a fait ça. Ce que je voulais vous montrer au niveau du Device Settings ici, c'est que
par ici, on va être capable d'aller définir est-ce que nos points d'accès, c'est des points d'accès avec service client ou on peut les changer en sensor WIPS. Donc, quand on va faire la session sur la détection d'intrusion sans fil, le WIPS, c'est ça que ça veut dire, Wireless Intrusion Prevention, on va l'activer ici pour certains points d'accès si on va aller faire du WIPS overlay. Exemple, on a un système d'un autre manufacturier, ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller mettre un point d'accès WatchGuard pour activer seulement que le WIPS. Donc, on va les tourner, on va les changer en sensor. On se rappelle que 225, 325, 420, ils ont un troisième radio dédié pour ça. Donc, on pourrait l'utiliser à cet escient-là. On n'a pas besoin d'aller faire ça. Mais au niveau du scanning en arrière-plan, là, par défaut, on va être anormal. On peut aller chercher un scanning parce que si on n'a pas de troisième radio, il va couper le service pour le client pour s'en occuper. C'est nos AP 125 qui vont faire ça. Donc, est-ce que je veux aller scanner, mais est-ce que je tiens compte du fait que j'ai des équipements qui font de la voix sur le Wi-Fi? Donc, il va faire plus attention à ces choses-là parce que c'est sensible au délai. Il ne coupera pas une conversation dans le milieu parce que c'est du temps réel. On n'aura pas de confirmation. Donc, il va attendre qu'il y ait plus de place pour faire son scanning. Fait que ça, c'est un paramètre qu'on peut regarder. Normalement, le mode normal va faire le travail. Si on a de la voix, on a des AP125, on va vouloir aller là. On pourrait carrément dire, je n'utiliserai pas le scanning sur les 125, puis l'enlever complètement, mais ça va fermer les radios aussi des autres, les radios de scanning à ce niveau-là. On va avoir le mot de passe pour avoir accès au point d'accès à changer, s'il vous plaît. Fait qu'il y en a un par défaut. Allez le mettre là. Et peut-être aller se mettre une configuration NTP pour que tout soit synchronisé au niveau du temps, puis que nos logs soient consistants dans tout ce qu'on va voir si jamais on cherche un problème, puis qu'on va sur l'appareil lui-même. On ne parlera pas du temps dans la console ici, on va parler du temps sur le point d'accès, si jamais on a besoin d'aller jouer dedans. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Excusez-moi. On a vu c'était quoi un radius. On va aller voir tantôt les tunnels d'interface. Là, on va aller se configurer un SSID. Dans mon environnement ici, j'en ai déjà un qui est allumé. Ce que je veux faire, je vais aller m'en ajouter un autre. Et on va commencer ici. Fait que généralement, ce qu'on va se faire, on va se faire un SSID qu'on va voir apparaître dans les airs. Fait qu'on va l'appeler démo webinaire. Quel genre de SSID qu'on va avoir? Est-ce que c'est un SSID pour l'utilisation d'usagers normaux ou ça va être dirigé pour les guests? Si on le met en mode guest, ça va nous donner des options qui nous permettent d'utiliser les portails d'accueil, les portails d'authentification, ces choses-là, c'est de l'auto-connectivité, l'auto-enrôlement. Donc, les clients vont aller se créer une connexion eux-mêmes. Il n'y aura pas de clé à ce moment-là, ces choses-là. Généralement, on va utiliser le type private et on va avoir peut-être un guest dans l'environnement. Le hide SSID, il y a encore des gens qui le mettent. Honnêtement, si les beacons sont pas, si les clients n'ont pas pas des frames de management protégés, aussitôt qu'ils vont faire une demande, qu'ils vont envoyer un beacon, un probe, excusez, là j'utilise les termes anglais, mais un probe pour le SSID, si je suis en train de scanner en arrière avec mon petit Pineapple, je vais voir la demande puis je vais être capable de savoir qu'il y a un SSID qui a ce nom-là. Donc, cocher ça, on a souvent dit que c'était plus nuisible pour les batteries des appareils mobiles parce qu'ils sont tout le temps en train de prober, parce qu'ils ne le voient pas dans les airs, que ça peut aider au niveau sécurité. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Donc, on a un SSID, on va aller vérifier notre sécurité. Par défaut, comme tantôt, je vous ai dit, on va voir qu'il y a WPA3. Tant qu'on n'a pas de Wi-Fi 6, on ne peut pas utiliser WPA3. Fait qu'on va avoir WPA2. On a encore des déploiements WPA, WPA2 mode mixé. De grâce, lâcher WPA tout seul. C'est un protocole qui a déjà été bon, il était meilleur que le web. S'il y a du web, enlevez ça. Mais on va se concentrer surtout sur le WPA2. Aujourd'hui, je pense que tous les clients supportent le WPA2. Si on a dans des environnements qui n'en supportent pas, je pense que c'est le temps de faire un petit investissement. On va voir ici, tantôt, j'ai parlé du 802.x, on se rappelle ce que j'ai expliqué. Donc, ça me permettrait en cliquant sur 802.x, d'aller chercher un radius, puis d'aller créer une configuration en fonction de ça. Dans mon environnement ici, je ne l'ai pas.
mais je pourrais aller dire, OK, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Aller chercher mes VLAN dynamiques. Ah, tantôt j'en ai parlé. Donc, j'ai un SSID qui va pouvoir assigner les usagers selon les informations Radius dans le bon VLAN. C'est par ici que je vais être capable de le faire. Fait que ça, je l'ai expliqué tantôt. On serait capable de faire ça à ce niveau-là. On va se concentrer sur une clé partagée aujourd'hui, même si ça a ses limites, ça a des choses, ça a certains avantages, c'est que c'est plus facile à configurer et à déployer. Honnêtement, si je mets mon petit chapeau de gars de sécurité, je vais dire, OK, on va se concentrer sur le 802.x. Donc, on va rentrer notre clé. Patate, 1, 2, 3, 4. On se rappelle que c'est ça. On a parlé tantôt des protocoles 11W qui est le... excusez-moi encore. Qui est la protection des frames de management. Ce qu'on va vouloir faire, c'est de s'assurer que tout le monde le supporte, tous nos clients le supportent. Mais on a quand même une option qui va dire optionnel. Donc, ça va dire que les clients qui le supportent, ça va être activé, mais on va accepter quand même les clients qui ne le supportent pas. Le mettre en mode requis, là, ça serait juste les clients qui supportent le 802.11w qui se connecteraient. Ça se pourrait qu'il y ait dans le champ certains clients qui ne le supportent pas, c'est à tester, à vérifier. Si on veut un environnement super secure, on va le mettre à requis, puis on ne permettra pas aux clients qui ne le supportent pas de se connecter. Dans ce cas-là, on va être capable d'aller mettre le 11R aussi. On se rappelle, le 11R, c'est le protocole qui permet l'échange des clés entre les points d'accès pour permettre une transition plus rapide de nos clients. Mixmod va encore là nous permettre de supporter les clients qui n'ont pas cette fonctionnalité-là dans leur code. Donc, Mixmod, on va le laisser cocher, c'est des recommandés, puis on va transmettre les informations de clés entre les points d'accès over the data stream, ça veut dire dans les heures, entre les radios. Donc, ces paramètres-là, on va essayer de les mettre et de les activer. Au niveau du network, normalement, on va être en mode bridge. Ça veut dire que le point d'accès transmet le paquet sur le réseau filaire de façon transparente. Il ne change rien. Il fait changer le médium, donc de sans fil à filaire. On va utiliser de la NAT dans certains scénarios, mais c'est de plus en plus rare. Autrement dit, on transforme le point d'accès en passerelle, sans fil. Donc, il va y avoir une NAT qui va être faite. Le point d'accès va donner des informations. On va avoir cette information-là quand on va faire notre tunnel tantôt. Les autres options, on peut les laisser par défaut. Donc, on est en mode bridge. On va aller voir vraiment les informations de optimisation que j'aime bien changer. Si on n'a pas de client de voix sur le réseau, on va utiliser le Smart Client Load Balancing, qui est un protocole propriétaire à nous pour la gestion et l'échange d'informations entre les clients, puis ce qui va être envoyé au client pour l'aider à prendre une décision de changement. Même chose pour le Smart Steering, ça veut dire que ça va être capable d'envoyer le client d'un point d'accès à l'autre de façon d'aider la rapidité à ce niveau-là. On va renforcer le minimum RSSI parce qu'on ne veut pas que les clients qui sont trop loin se connectent à nous. Un client qui soit trop loin forcerait des retries trop et aurait encore un terme anglais, un data rate trop bas. Fait que si on renforce ça, les clients trop loin, ils vont chercher un nouveau point d'accès. Ça va aider à l'itinérance. Puis, ils nuiront pas à notre performance réseau, puis ils réduiront pas la vitesse du signal. On va mettre le band steering. Band steering, ça veut dire qu'on va essayer d'envoyer tous les clients qui supportent le 5 gig dans cette bande-là. Pourquoi on veut éviter le 2.4? Fait que ce qu'on va faire, on va essayer de le faire. Si on clique sur Enforce, ça veut dire que normalement, on va suggérer au client, OK, va dans le 5 en évitant d'y répondre ou en répondant moins vite sur le 2.4. Enforce Steering, ça veut dire que si le point d'accès sait, parce qu'il l'a déjà vu, il connaît la MAC adresse du client puis qu'il l'a déjà vu dans le 5 gig, puis qu'il sait qu'il va être capable d'y aller, Enforce, il ne répondra plus jamais sur le 2.4. Donc, le client va être obligé de se connecter en 5. Fait qu'encore là, il y a certaines générations de clients qui n'aiment pas trop ça. Il va falloir s'adapter à chaque fois à ce niveau-là. On va aller activer le 11K qui va permettre au point d'accès d'envoyer les informations de réseau au client pour lui dire, OK, voici ceux qui te voient bien. Puis,
la transition, le 11V qui gère les propriétés du client, on va y envoyer des informations pour des nouveaux BSS pour forcer la transition plus rapidement. Fait que ces protocoles-là, cochés comme ça, vont aider à l'itinérance plus rapide. Ça fait partie des meilleures pratiques. On va vouloir aller jouer peut-être, activer le proxy ARP. Si on a une très haute densité puis beaucoup d'informations, on va peut-être aller vouloir contrôler le broadcast. Si on a beaucoup de clients puis qu'on a un énorme VLAN, on va vouloir empêcher le broadcast de passer d'un à l'autre. Ça, c'est à voir, mais ça fait partie des choses à vérifier. Fait que dépendamment de la quantité de clients, le VLAN, comment il est bâti, le réseau, on va regarder ces choses-là à travailler. Comme le convertir l'unicast. Le IGMP snooping est coché par défaut, mais convertir le multicast en unicast pour éviter que le broadcast fasse énormément d'interférences sur notre réseau, on va rester à ce niveau-là. L'autre ici qu'on va vouloir aller voir, c'est on peut céduler notre SSID Now to Forever, mais je pourrais faire un custom ici puis dire je veux allumer mon SSID du lundi au vendredi de 8h à 5h. On est capable d'aller jouer dans ça. Je vais juste le ramener ici à ça. Puis on va être capable d'aller faire du QoS. Ce qu'on va vouloir aller jouer dans le QoS, c'est encore là de limiter le minimum. Le paramètre recommandé ici, ça va être 24. Fait qu'un client qui ne supporte pas 24 MB et plus se connectera pas au réseau. On va l'empêcher. Fait que ce qu'on veut comme minimum, le Unicast Rate Control, on veut avoir un minimum de 24. Ça va encore là empêcher les clients qui sont trop lents de nuire à notre réseau. On peut jouer ce chiffre-là, descendre à 12, s'il vous plaît pas à 11, qui est un vieux protocole 11B. Ça l'empêche ces clients-là de se connecter. On se tient entre 12 et 24 pour ces choses-là. Je ne vois toujours pas de questions. J'espère que ça va bien de votre côté et que je n'ai pas endormi tout le monde. Si je clique Save, on va pouvoir l'allumer puis mettre en notre SSID pour qu'il apparaisse dans les systèmes. Donc, c'est les paramètres recommandés qu'on a pour la création d'un SSID. Il était 46, je vais juste passer rapidement à la configuration de notre point d'accès remote. Je vais ramener ma présentation. Je vais juste parler du RAP rapidement parce que finalement, j'ai tiré ça plus que j'étais supposé. On va avoir un scénario pour le RAP. Qu'est-ce qu'on va faire pour un RAP? On a le scénario, c'est une autre façon de créer un VPN rapide pour différentes choses. C'est en envoyant un point d'accès sans fil dans notre site distant, généralement à la maison. Le point d'accès va faire une connectivité avec notre Firebox comme un client IKE V2, mais va permettre à plus qu'un device de se connecter via le même tunnel aux ressources corporatives ici. On peut aussi faire la même chose avec un branch office puis un ou plusieurs points d'accès. La chose à retenir, c'est que chaque point d'accès fait son tunnel et est transformé en passerelle. Donc, il va établir une NAT à ce niveau-là. Donc, un client qui ferait une transition, une itinérance entre les points d'accès aurait à renégocier complètement, recevrait une nouvelle adresse et va arriver avec une autre adresse au corporatif. Donc, ça se fait, mais il y a des limitations à ce côté-là. On va vraiment le voir pour un appareil maison où c'est qu'on pourrait mettre une imprimante sans fil, un laptop et peut-être un appareil mobile qui se connecterait au sans fil et qui aurait accès aux ressources corporatives. Les points d'accès qui supportent le RAP, le 225, le 327X ou le 420. Honnêtement, ça va être tough de mettre ça dans une maison, mais on peut quand même le mettre. Pourquoi les autres ne le supportent pas? C'est une question de processeur interne et de mémoire. C'est les trois modèles qui ont assez de ressources internes pour être capables de finaliser ces choses-là. Celui qui est recommandé, c'est notre ami le 225. Pourquoi? Parce qu'on a une switch intégrée. Par rapport aux 125 puis aux autres, il y a un prix super avantageux. Honnêtement, ça m'étonne que les gens ne le regardent pas beaucoup. Il est fait pour être installé sur le bureau. Il va nous donner une connexion filaire, donc établir la connexion au tunnel VPN via le filaire. On a un POA intégré, fait qu'un client qui aurait un téléphone IP pourrait faire la même mécanique de connectivité VPN par là. Puis on a un troisième radio WIPS qui nous permet de contrôler ce qui se passe à distance. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire pour ça? On va aller configurer un VPN avec V2, on va se configurer une interface tunnel, puis on va se configurer un SSID qui va l'utiliser. Je passe rapidement à travers cette
configuration-là. Donc, je vais monter ici une config de pare-feu. J'ai indiqué qu'on avait un VPN avec V2. Donc, c'est un VPN mobile. Ce n'est pas un VPN site à site. Donc, ça va me prendre le VPN mobile avec V2 ici, qu'on va avoir de configurer. C'est le même VPN qu'on va avoir. Donc, si on a déjà du AIG V2 pour les clients, pour nos mobiles, nos usagers mobiles, c'est la même chose. Fait qu'on va avoir notre méthode d'authentification. Dans mon cas ici, ça va être FireboxDB. Il faut juste prendre en note que si on a de l'authentification multifacteur avec Hotpoint, dans mon cas ici, je ne l'ai pas d'activer, mais parce que mon pare-feu est à 12.7, il me donne ce choix-là quand même. Le point d'accès ne sera pas capable de faire du MFA. Fait qu'il va falloir le retourner vers une authentification soit sur la base de données interne ou sur un radius. On va avoir un usager qu'on va aller créer. Dans mon cas, il s'appelle AP1. J'en ai un autre qui s'appelle Access Point. Fait que je pourrais avoir un usager par point d'accès qui se connecte à mon réseau. Fait que je vais aller les créer dans ma base de données locale, soit en cliquant sur New ici, FireboxDB User, qui me permet d'aller gérer mes points d'accès, mes usagers. Fait que je pourrais les ajouter un par un là. Puis ensuite, on va avoir l'authentification. Dans la sécurité, on va avoir une phase 1 et les paramètres ici, il va falloir les prendre en note. J'ai pris par défaut SHA-2 256 OS 256 avec un DH14. On va avoir à copier cet élément-là ici et on va avoir une phase 2 aussi avec le PFS d'activer DH14 aussi, même paramètre. Je vais les répliquer dans ma connexion tantôt dans mes paramètres. Donc, ça, c'est ma configuration au niveau du VPN. Donc, mon pare-feu, il est prêt à accueillir des connectivités VPN à ce niveau-là. Donc, on retourne dans la config de la, du Wi-Fi. Donc, on va aller se créer une interface tunnel. J'en ai déjà une de faite pour aller plus vite. Donc, j'ai créé un nom que moi, je vais reconnaître que je vais être capable d'utiliser. Dans les choix ici, on va aller utiliser VPN IPsec parce qu'on a d'autres choix. Celui qu'on veut pour se connecter à un Firebox WatchGuard, c'est avec IPsec. Et on va aller donner, est-ce qu'on a différentes choses? Est-ce qu'on a un VLAN? Généralement, non. Est-ce qu'on va aller donner l'adresse pour rejoindre, ça peut être un nom de domaine, ça peut être une adresse IP pour aller rejoindre notre passerelle. Ça, c'est l'adresse publique de ma passerelle. Je vais aller cocher que j'utilise les ports standards, à moins que je les change, qui est 500 ou 4500 pour le IPsec. Et on va aller choisir AIG-V2 parce que c'est un MUVPN AIG-V2 dans notre cas. On va vouloir une authentification EAP où est-ce qu'on va entrer l'adresse de notre point d'accès. Donc, on a un point d'accès, une config. Ça va être l'identifiant EAP pour notre passerelle. On reconnaît ici AP1 et le mot de passe tantôt quand je suis allé le créer. C'est mon usager local que je vais avoir là. Protocole MSCHAP V2. Et ici, je vais rentrer le AAA Identity. C'est l'adresse. Si j'ai FireboxDB, ça va être l'adresse de mon interface Trusted de mon Firebox. Si je fais une authentification Radius, ça va être l'adresse de mon serveur Radius à l'interne. De l'autre côté, il faut que dans un cas d'IPsec, j'authentifie mon père pour être capable d'aller y envoyer les bonnes choses. Fait qu'on va se servir du certificat qu'on va aller télécharger à partir du Firebox. Et tantôt, j'ai marqué qu'il fallait prendre en note ce qu'on avait dans la configuration. Si je le ramène ici, quand j'étais dans mon VPN, l'identité de mon VPN, si on se rappelle, avec V2 sécurité, mon élément, mon command name est ici. Donc, c'est lui que je vais aller copier dans mon environnement là. Et je vais importer mon certificat pour ensuite faire save pour le sauvegarder. Donc, mon point d'accès va être capable d'authentifier ma passerelle, puis il va être capable de s'identifier. En bas, je vais avoir les ciphers pour la phase 1, phase 2. La différence du DH Group, vous allez voir ici, c'est mode P2048. Sur le site de WatchGuard, on a une table de conversion en mode P2048, c'est Diffie-Hellman groupe 14. Si dans les choix qu'on a, on est tout en mode P, on a la table qui convertit de mode P à groupe 2, 5, 14, ces choses-là. Donc, on va avoir les paramètres qui correspondent dans les deux phases ici. Quand mon tunnel est créé, je vais aller me créer un SSID. Dans mon cas ici, j'ai démo SSID que je vais aller maintenant dire, je vais aller faire edit ici. Dans mon network,
qu'au lieu d'être un mode bridge, ça va être un SSID qui va utiliser un tunnel. Il va me demander quel tunnel je veux prendre. Je vais dire Gateway 1. Et là, on le transforme en 12.10. C'est mon DHCP que le point d'accès va donner. 12.50, exemple. L'adresse que le point d'accès va prendre, point 1, et le masque qui vient avec ce genre de sous-réseau-là, qui est 255.255.255.0. DNS serveur, on a 8.8, on peut aller mettre les DNS serveurs qu'on veut. Ça, c'est le range d'adresse qui va être attribué aux clients quand ils vont se connecter au SSID sur le point d'accès interne. Donc, j'utilise mon interface ici. Je vais être capable d'aller travailler avec, être capable de rentrer des DNS suffixes si je veux aller jouer avec ça. Et si je ne veux pas que tout le trafic passe, je serais capable de faire un split tunnel où est-ce que le trafic en direction du corporatif passe par le tunnel, mais que tout le trafic Internet local passerait par le lien local. Fait qu'on serait capable d'aller cocher ici split tunnel, donner les informations de notre réseau pour faire ça. Donc ici, je viens de faire save, il vient d'activer mon tunnel et il va se connecter à mon point d'accès aussitôt que ce SSID-là va tomber en. Donc, on aurait ici, si je m'en vais dans Monitor, Wi-Fi, on va aller voir nos amis tunnel. Toujours pas arrivé. Je vais juste finaliser. N'empêche, normalement, aussitôt qu'il va être monté, là, il doit être en train de négocier. Si je reviens ici, tunnel, toujours pas monté. Je vais revenir ici, Wi-Fi, tunnel interface. Il est on. Non, il ne prend pas. Juste pour faire exprès. Normalement, on va voir ici notre tunnel qui va monter et on va avoir un point rouge ou un point vert qui va dire est-ce qu'il est utilisé ou pas, puis est-ce qu'il est fonctionnel ou pas, ou est-ce qu'il va être capable de fonctionner. Il était 56. C'est un petit peu le temps qu'on avait. Je voulais passer à travers. On va juste voir ici rapidement notre dashboard. C'est les informations clients qu'on a. Ce qu'on va être capable d'aller voir. Quand on a des problèmes, on va aller voir ici vraiment tout ce qu'on est capable de voir. Est-ce qu'on a des clients qui ont des problèmes à s'associer? Les problèmes d'association, ça serait que le point d'accès est plus capable d'en accepter parce qu'il a atteint sa limite. Il y a des problèmes entre la négociation entre les clients. L'authentification, un coup qui est associé, est-ce qu'il n'y a pas la bonne clé? Est-ce que le serveur Radius est présent ou pas, ces choses-là? Et est-ce qu'on a des problèmes au niveau network après? Est-ce que le DHCP a donné une adresse à mon client? Est-ce que j'ai un problème au niveau transfert réseau en arrière? Est-ce que le DNS est fonctionnel aussi? Fait qu'on va avoir des indications ici sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On va avoir l'historique de nos erreurs. On va voir avec le temps, si je reviens dans Patricie, généralement, j'en ai plus. On va voir que j'ai des erreurs d'authentification ici. Si je vais sur mon erreur d'authentification, on va voir que c'était une erreur de Radius pour mon client sur le PAT AP 225. Voici le SSID, c'est à quoi mon problème et je vais être capable d'aller me promener là. Je voulais aussi montrer encore rapidement, dans Troubleshoot, on est capable de programmer des tests de connectivité. Un test de connectivité, ça va nous permettre, si je vais dans l'éditer, qu'un point d'accès, par son troisième radio, on ne veut pas prendre un AP125, il n'y en a pas, serait capable de tester des applications et on est capable de céduler ça. On va être capable de tester des applications. Il ne fait pas rien qu'essayer de pigner Office 365. Il va vérifier est-ce que la page a bien loadé. Même affaire pour Google Drive, même affaire pour Salesforce. Fait que ça me donne une information, une indication, est-ce que mon réseau fonctionne bien. Fait que je prends un point d'accès qui va agir comme client sur mon réseau pour être capable d'aller tester mes choses. Je vais être capable de faire un test de voix sur IP. Je vais être capable de dire, fais un appel de 3 minutes. Il va simuler des paquets de voix puis tester comment ça s'est passé. Après ça, il va mesurer mon throughput, autant sur le niveau du Wi-Fi que la connectivité Internet. Ce que ça me donne, ça, c'est que j'ai des résultats. J'en ai roulé un tantôt. J'ai un vert. Donc, je serais capable de dire, OK, il s'est associé, il a fait la job, il s'est authentifié.
Mes applications ici, il y a reçu, oui, successful, la vitesse, le temps de réponse, comment que la page a pris de temps à loader. Donc, j'ai vraiment les informations qu'un client aurait. Même affaire au niveau de mon test de voix sur IP. On voit qu'il me donne le score MOS. Donc, c'est des paramètres de réponse ping, latence, le jitter. Il va dire 4.4 sur 5, qui est quand même très bon. Pour la voix sur IP, on ne veut pas descendre en bas de 3. J'ai mon test de throughput qui va me donner autant ma vitesse du réseau Wi-Fi, donc à l'interne, que sur mon lien Internet. Puis, il m'a donné des points verts. Donc, on peut céduler ça de façon régulière pour tester notre réseau au fur et à mesure que tout ça avance. Donc, c'était la petite présentation d'aujourd'hui. Merci Bruno, je vois que tu as aimé la présentation. Je n'ai pas vu de questions, donc je n'ai pas de questions à répondre. Gênez-vous pas, allez donner vos commentaires. Je vais laisser le petit barcode là, le petit QR code là. Allez donner vos impressions sur l'information que vous avez reçue. Allez donner vos suggestions de prochaines présentations. On va continuer. On se rencontre. Les Tech Thursdays, c'est tous les 3e jeudis du mois. Le prochaine rencontre en juillet. Sujet à déterminer, mais vous allez recevoir une invitation assez rapidement. Suite au webinaire, vous allez trouver l'enregistrement sur notre site YouTube. Gênez-vous pas pour aller le regarder à nouveau. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.